Bonjour à tous, je suis Dr Eleonora Torcia, je suis gynécologue, je travaille à Rome à l'hôpital universitaire Agostino Gemelli. Avant de commencer, je voudrais remercier l'association Emergenza Servizi pour l'organisation de ces cours et je tiens également à vous remercier pour votre présence, attention et pour partager ces moments avec moi aujourd'hui. Donc, les objectifs de cette présentation sont trois. Les premières, c'est d'identifier les urgences gynécologiques. Le deuxième, c'est de reconnaître les signes de gravité. Et enfin, le troisième, le dernier, c'est de connaître les prises en charge de ce contexte. Les urgences gynécologiques représentent une part importante des consultations aux urgences, plus ou moins les 3%. Elles regroupent de situations aiguës qui peuvent engager le pronostic vital, mais aussi fonctionnel et reproductif des patientes. Les tableaux cliniques en gynécologie d'urgence sont souvent peu spécifiques. Donc, les patients peuvent présenter de douleurs pelviennes ou des saignements génitaux ou de fièvre, du malaise. Et ça peut correspondre à des pathologies qui sont très différentes, parfois bénignes et parfois gravissimes. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment très important d'avoir une prise en charge rapide et structurée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vous proposer une approche systématique qui est reproductible et essentielle, qui a trois piliers qui sont l'anamnèse, l'examen clinique et l'aide des examens complémentaires. Dans ces fléchards, j'ai mis un petit schéma que vous pouvez suivre pour faire l'anamnèse dans le contexte des urgences gynécologiques. L'anamnèse, c'est une partie très importante de l'évaluation qui s'est souvent sous-estimée, mais elle déjà permet de orienter fortement les diagnostics. On doit commencer avec les contextes gynéco-obstétricales, donc l'âge de la patiente, la date de dernière règle, si elle a des règles qui sont régulières ou pas, si elle utilise ou pas des méthodes de contraception, si elle a déjà eu des rapports sexuels, et donc si on peut être dans un contexte de grossesse ou pas. Si elle a déjà eu des grossesses, donc la parité et la gestité, comme elle a couché, donc si par voie basse ou avec des césariennes. Si elle a eu des antécédents de grossesse extra-utérine ou des fausses couches ou des interruptions des grossesses et si elle a déjà un suivi gynécologique. Dans les antécédents de gynécologie, on doit connaître si la patiente a des pathologies qui sont connues comme des kystes ou des fibromes ou des endométrioses, des infections ou des antécédents de chirurgie. Les antécédents médicaux comme les troubles de coagulation, les maladies chroniques ou des antécédents de cancer. Les antécédents chirurgicaux, les allergies et les traitements en cours de la patiente. Donc, surtout si elle prend des anticoagulants ou de traitements hormonels. Enfin, on doit connaître les raisons pour lesquelles la patiente est venue aux urgences. C'est-à-dire si elle présente des douleurs, des pertes de sang, de la fièvre, un traumatisme ou des pertes qui ne sont pas normales. À ce stade, nous devons analyser les caractéristiques des symptômes reportés par la patiente. Donc, si elle a du douleur, on doit connaître le début, le type, l'irradiation, les facteurs aggravants ou soulageants, les signes associés, température, vomissement, malaise, syncope. Si elle a du saignement, on doit connaître le début, donc la quantité, l'abondance. S'il y a ou pas des caillots,
les couleurs, donc si c'est rouge, comme un saignement actif. Et enfin, si la patiente a des pertes vaginales, on peut demander les couleurs, l'odeur, la quantité et si c'est associé avec des brûlures ou des prurites. Une fois que nous aurons toutes ces informations, nous pourrons effectuer l'examen clinique qui c'est à faire en priorité si la patiente est instable. On doit commencer avec une évaluation initiale, donc ABCDE, voir les voies aériennes, la respiration, la circulation, l'état neurologique, la température et l'inspection générale. Après, on doit faire l'examen abdominal, donc faire une inspection, palpation, percussion et auscultation abdominale. Et enfin, on peut faire l'examen gynécologique qui c'est toujours structuré avec une inspection vulvaire, donc voir s'il y a des lésions, des saignements, des pertes ou des traumatismes, et avec aussi l'aide de l'spéculum qui peut nous aider à voir l'origine du saignement, donc l'aspect du col, s'il y a des lésions au niveau du col, par exemple avec en suspicion du cancer, s'il y a des pertes qui sont purulentes ou des corps étrangers. C'est très important de faire attention à la toucher vaginale parce que parfois, s'il y a une suspicion de grossesse extra-utérine, ça peut causer une hémorragie sévère parce qu'on peut rompre voilà, la trompe avec la grossesse extra-utérine. Parmi les examens complémentaires, un rôle prédominant est joué par l'échographie transvaginale et les examens biologiques. En fait, surtout l'ACG peut nous aider à différencier entre les complications du premier trimestre de la grossesse et les urgences gynécologiques. Sur cette diapositive, nous pouvons déjà comprendre un message fondamental en gynécologie. Les tableaux cliniques sont souvent très similaires, que la patiente soit enceinte au premier trimestre ou non. En effet, si on regarde les urgences hémorragiques douloureuses et infectieuses, on constate que les symptômes principaux, donc les douleurs, l'hémorragie, la fièvre ou altération de l'état général, se retrouvent dans de nombreuses situations cliniques différentes, parfois avec des mécanismes physiopathologiques très distincts. J'ai essayé de regrouper les cas cliniques en fonction de leur cause, afin d'orienter les diagnostics. Et sur cette base, nous examinerons les différents tableaux cliniques. On va d'abord commencer à voir les urgences du premier trimestre de grossesse qui je divisais entre les complications de grossesse intra-utérine et la grossesse extra-utérine. La grossesse extra-utérine, c'est une urgence qu'il faut toujours considérer chez toutes les femmes en âge de procréer. Bien que la pathologie soit relativement rare, avec une fréquence qui est de 1,8%, elle présente une morbimortalité très significative, donc on doit avoir toujours une vigilance stricte. Parmi les facteurs de risque principaux, on retrouve les antécédents de chirurgie pelvienne, en particulier en cas d'endométriose ou d'infection, ainsi que les infections génitales ou la stérilisation tubaire ou des cas d'antécédents de grossesse extra-utérine. La localisation plus fréquente, c'est dans la trompe, et spécialement au niveau ampulaire, qui représente plus ou moins les 80% de cas, suivi de la localisation ismique qui se présente dans les 10% de cas. Les localisations plus rares sont la grossesse interstitielle, la grossesse cervicale ou au niveau de la cicatrice de césarienne ou de myomectomie. Dans des cas plus rares, on peut avoir des grossesses avec une localisation ovarienne ou abdominale. Il y a des cas qui sont
aussi rares, comme la grossesse hétérotopique, qui c'est une combination de une grossesse extra-utérine avec une autre grossesse qui c'est intra-utérine. C'est une tableau clinique rare avec une fréquence de 1 sur 7000, mais sa fréquence augmente dans le cadre de procréation médicalement assistée. Enfin, on peut avoir des grossesses qui sont intra-utérines, mais sur des utérus qui sont mal formés et donc qui nécessitent une prise en charge spécialisée et précoce. La reconnaissance rapide des facteurs de risque et des localisations les plus fréquents est essentielle pour réduire clairement la mortalité associée à la grossesse extra-utérine. Les critères diagnostiques de la grossesse extra-utérine reposent sur une combinaison de données cliniques, biologiques et surtout échographiques. Le diagnostic est confirmé par la visualisation échographique d'un sac gestationnel, soit d'un embryon ou d'un sac vitelline en dehors de la cavité utérine, avec un test de grossesse positif. La présence d'une masse annexielle ou d'une structure kystique extra-utérine avec l'échographie et une absence d'une grossesse intra-utérine visible, c'est fortement invocatrice, surtout si on a un taux de ACG qui est supérieur plus ou moins à 1000. En cas de doute, la répétition de dosage de l'ACG entre 48 heures et de l'échographie transvaginale peut donner des autres informations très importantes sur l'évolution de la pathologie. En absence d'un sac gestationnel intra-utérine, alors que les taux de ACG c'est au-dessus du seuil discriminant, suggérait fortement une grossesse extra-utérine, mais ce n'est pas pathognomique. À l'échographie transvaginale, on a des signes directs et indirects de grossesse extra-utérine. Les plus importants sont les signes directs qui peuvent orienter sur les diagnostics. Ils ont la présence d'une masse annexielle qui s'est caractérisée par la présence d'une image hyperéchogène avec dedans une autre partie anéchogène avec une vascularisation périphérique adano au Doppler couleur lié à la présence du trophoblaste. L'autre signe très important, c'est clairement la présence d'un sac gestationnel extra-utérine, donc la visualisation d'un vésicule vitelline ou d'un embryon dans la trompe ou dans les autres localisations qu'on a déjà décrites. Dans les signes indirects, on peut visualiser un pseudo-sac gestationnel intra-utérine qui c'est une collection liquidienne intra-utérine entournée par un endomètre épaissé. Où on peut voir un empêchement péritonéal qui est lié à la présence du sang. Donc, c'est lié à la présence d'un hémopéritoine et clairement, c'est un signe de sévérité et de gravité. Et enfin, on peut voir la dilatation tubaire avec deux trompes qui sont avec des parois épaissées. Donc, qui peut reconduire à une condition de hématosalpinx. Dans cette flowchart, j'ai mis des images qui sont caractéristiques. On peut voir un nom sur la gauche, la visualisation de la grossesse extra-utérine avec l'embryon et les vésicules vitellines. En bas, toujours sur la gauche, on a les pseudosacs intracavitaires. Et sur la droite, on peut visualiser un nom, la présence de la masse annexielle que je dis tout à l'heure, donc la présence d'une formation d'une masse qui est hyperéchogène avec une autre partie anéchogène dedans, qui avec les Doppler couleurs peut être très vascularisée. Et enfin,
là, en bas, on peut retrouver la présence de l'épachement péritonéal, comme pour la présence de enseignement actif. Pour la prise en charge de la grossesse tubère, on a deux différents traitements qui sont les traitements chirurgicaux ou les traitements médicaux. Comment on peut faire pour choisir entre les deux? C'est très important d'avoir des critères de stabilité, surtout si on est dans le cas d'une patiente avec des douleurs importantes pelviennes, avec des signes de péritonisme ou une masse annexielle qui est majeure de 4 cm ou une instabilité hémodynamique, la présence d'une activité cardiaque fétale ou quand même une patiente qui n'est pas compliante, on doit préférer les traitements avec la célioscopie. Sinon, si on est dans un contexte de stabilité, on peut essayer de faire un traitement avec du méthotrexate qui, c'est possible surtout si on a un taux de ACG qui est inférieur à 5000. Et c'est un traitement qu'on peut faire jusqu'à 2 fois. Les taux de succès peuvent varier entre les 70 et les 90%. Et ça, c'est strictement lié au niveau de ACG qu'on a au début de la pathologie. Ici, j'ai mis un schéma pour la prise en charge de la grossesse extra-utérine compliquée par le choc hémodynamique. Dans l'image, on peut voir la trompe rompue avec l'hémopéritoine. Ça, c'est une urgence chirurgicale. Clairement, on doit aller tout de suite en salle d'op. Et le traitement, c'est représenté par la salpingectomie en urgence. Donc, j'ai déjà expliqué l'importance de comprendre la localisation de la grossesse quand on a une patiente qui arrive aux urgences avec des douleurs ou de métrorragie pendant le premier trimestre. Mais c'est également très important de comprendre l'évolutivité de la grossesse si on est dans le cas d'une grossesse intra-utérine. Et donc, comprendre si on est dans un cas de fausse couche qui peut être compliqué ou si c'est un grossesse intra-utérine évolutive. Ici, on a les critères pour le diagnostic de fausse couche ou de blanc, qui c'est la présence d'une grossesse intra-utérine avec un sac gestationnel sans la présence des embryons et d'activité cardiaque. Vous pouvez voir comme le critère sont liés à la dimension du sac gestationnel, à la visualisation de l'embryon, sa longueur et la présence ou pas d'activité cardiaque. Malheureusement, aussi, les fausses couches peuvent être compliquées avec des complications infectieuses, hémorragiques et douloureuses. Ça, c'est un article publié sur le New England Journal of Medicine qui propose la prise en charge des fausses couches compliquées. Aussi, dans ces cas, il faut toujours différencier entre les patients qui ont une stabilité clinique et les patients qui sont instables. Ils sont reportés dans ces schémas les signes et les symptômes liés à les différentes situations, mais aussi les diagnostics différentiels. Dans les mêmes articles, on retrouve ces tableaux qui proposent les différentes prises en charge de les patientes avec les fausses couches, soit qui sont stables ou instables. La première chose à faire, clairement, c'est toujours une échographie transvaginale pour voir si on est dans le contexte d'un fausse couche complet ou incomplet. Et donc, si on est dans le cas d'un fausse couche complet, il faut attendre pour voir l'évolution clinique de la patiente. Si on est dans les cas d'un fausse couche incomplet,
C'est possible d'avoir deux différentes stratégies. La première, c'est de proposer à la patient des médicaments comme le misoprostol, qui c'est un médicament qui va aider la contractilité de l'utérus et donc peut aider l'expulsion de le matériel. Mais clairement, ça, c'est un médicament qu'on peut réserver à les patients qui sont stables. Autrefois, si on est dans un contexte d'instabilité pour des complications qui peuvent être infectieuses ou hémorragiques, alors ça sera mieux de proposer une révision chirurgicale de la cavité. Ici, on a tous les médicaments qu'on peut utiliser dans le cas d'une fausse couche compliquée par une hémorragie ou en infection. Dans la première partie, on retrouve les deux médicaments plus importants qui sont le misoprostol et le métergine, qui sont très utilisés dans les contextes de l'hémorragie. Ils ont proposé aussi l'oxytocine, mais les rôles de ces médicaments pendant le premier trimestre, c'est toujours un clair parce que pendant le premier trimestre, l'utérus n'est pas encore prête avec le récepteur de l'oxytocine. Et donc, c'est pas encore clair si on peut donner le médicament chez ces patients. Dans la dernière partie, on a les différents schémas des antibiotiques qui sont soit péros, soit pour voie intraveineuse. Clairement, on doit choisir entre les deux selon les cadres de stabilité de la patiente. Et donc, si c'est un patient stable, on peut essayer de faire un traitement péros. Si on a des critères de sévérité, ça sera mieux de faire un traitement intraveineuse. Les plus utilisés sont le ceftriaxone, la doxycycline, avec le métronidazole. Soit on peut utiliser aussi la clindamycine et la zentamycine intraveineuse avec les dosages qui sont écrits dans la flowchart. Enfin, on a terminé la présentation sur les urgences du premier trimestre et on peut commencer à voir les complications gynécologiques que je divisais entre les complications de saignement utérin anormaux, les complications de les kystes ovariennes et la maladie inflammatoire pelvienne. Pour les saignements utérins anormaux en dehors de la grossesse, on a une classification qui est très importante, qui c'est la classification des Palm-Cohen, qui c'est un système standardisé proposé par la FIGO, qui va catégoriser les causes des saignements utérins anormaux et diviser entre les causes organiques et fonctionnelles. Donc, dans les causes structurelles, on retrouve les polypes, l'adénomyose, les fibromes. Et clairement le cas de cancer et d'hyperplasie. Dans les causes fonctionnelles, on a les coagulopathies, les causes liées à des dysfonctions de l'ovulation, les causes endométriales, iatrogènes et les causes qui ne sont pas encore bien comprises et classifiées. Les fibromes ou myomes sont les tumeurs bénignes plus fréquentes chez les patients en âge débloqué. Ici, j'ai mis la classification de la FIGO de 2011 qui va différencier les fibromes selon leur position dans l'utérus. Donc, on peut avoir des myomes qui sont susmuqueuses et ou intracavitaires, ou des myomes qui sont intramurales ou sucéreuses, ou parfois qui peuvent avoir un pédicule vasculaire, mais aussi des autres cas qui peuvent avoir des localisations rares comme les myomes cervicales ou les myomes au niveau du trompe.
Les complications liées à les fibromes sont différentes, comme l'hémorragie, la nécrose, la torsion et l'expulsion. L'hémorragie, surtout, c'est lié à l'altération de la structure musculaire de l'utérus donnée par cette tumeur. Et donc, l'utérus, c'est pas euh, tout à fait capable de se contracter et pour ça, on n'a pas un hémostase qui s'est complète. Euh, la nécrose, c'est lié surtout à les fibromes de taille plus grande parce qu'ils ont ils ont un développement qui est très rapide et donc c'est pas associé à une vascularisation assez importante et parfois des parties de ces fibromes peuvent développer de nécrose qui c'est lié à une symptomatologie douloureuse et un cadre inflammatoire. La torsion, c'est dû à la présence des fibromes avec des pellicules qui peuvent se tourner sous les pellicules. Et ça, clairement, peut donner toujours une symptomatologie douloureuse. Et l'expulsion, c'est quand on a une migration des fibromes dans la cavité avec des cadres d'hémorragie quand même assez importants. Je fais un petit flashard sur la nécrose de l'hémiome utérine parce que ça, c'est un motif de consultation aux urgences fréquent. C'est une pathologie qui ça peut manifester avec de douleurs pelviennes aiguës, d'hémétralgie, mais aussi de fébricule avec un cadre de syndrome inflammatoire à l'examen biologique. À l'échographie, on peut retrouver des masses volumineuses avec des parties qui sont colliquées dedans. Et la prise en charge, c'est différent selon l'âge de la patiente et si la patiente veut pas préserver la fertilité. Et donc, on peut proposer éventuellement un traitement médical avec des antidouleurs et des anti-inflammatoires. Soit on peut essayer de faire un méthodologie si la patiente veut préserver la fertilité. Et enfin, on peut proposer une hystérectomie chez tous les patients qui ne vont pas préserver la possibilité de procréer. Clairement, dans les urgences gynécologiques en dehors de la grossesse, on a les complications de les kystes ovariennes. Le plus souvent sont la kyste fonctionnelle hémorragique et l'endométriome, mais aussi le kyste dermoïde. Dans les complications qui peuvent en développer, on a la rupture, la torsion de l'annexe et les douleurs fonctionnelles. Ici, vous avez des images de l'écorce jaune hémorragique qui est caractérisée par cette ring, cet anneau vasculaire au niveau périphérique. Et en bas, vous avez l'image à la celluloscopie d'une torsion de l'annexe avec toute cette partie qui est noire et qui s'est clairement compliquée par un important nécrose. J'aimerais bien de faire un petit rappel sur la torsion d'annexe parce que parfois c'est un diagnostic complexe, mais c'est clairement en urgence, surtout dans les patients qui sont en âge de procréer. Donc, c'est un cadre clinique caractérisé par la présence de fortes douleurs abdominales qui sont latéralisées avec des péritonismes qui peuvent avoir une symptomatologie qui peut disparaître pour réapparaître. Et ça, c'est lié à la détorsion de l'annexe sur le pédicule. Souvent, c'est associé à la présence de masses ovariennes, comme les kystes dermoïdes ou les fibromes ovariennes, et ou, par exemple, peut-être lié à des cas de hyperstimulation ovarienne,
dans les cas des FIV. Et pourquoi j'ai dit que c'est un diagnostic complexe parfois? Parce que clairement, on peut utiliser l'échographie qui peut donner des images qui sont très spécifiques, comme la présence d'un signe qui s'appelle Whirlpool sign, qui c'est la présence au Doppler couleur d'une image très caractéristique de la torsion de la pellicule vasculaire, mais ça, c'est pas toujours visible. Aussi, on peut voir à l'échographie un trope qui est épaissé avec plus ou moins un empêchement et un autre signe indirect qui peut aider dans la diagnostic, c'est les douleurs à la pression à les passages avec la sonde. Mais surtout, le diagnostic de la torsion, c'est un diagnostic clinique. Même les autres imageries, ils sont pas les diagnostics. Donc, si la CT, c'est pas parfois en solution, donc il faut vraiment comprendre la clinique de la patiente et clairement c'est nécessaire de faire un cystoscopie urgent pour déroter l'annexe avant d'avoir la nécrose de l'annexe qui clairement ça sera lié à une chirurgie radicale avec l'anesthéctomie. Enfin, je vais faire un petit rappel sur les complications infectieuses comme la maladie inflammatoire pelvienne, qui c'est une complication liée avec une morbidité très élevée, avec des conséquences sur la fertilité des patientes, mais aussi avec des séquelles comme l'infertilité, la douleur chronique ou le risque augmenté d'avoir des grossesses extra-utérines. Les diagnostics reposent sur la présence d'au moins un des trois critères minimaux qui sont les douleurs à la mobilisation du col, les douleurs utérines ou les douleurs annexielles, liées avec des autres signes additionnels comme la température au-dessus de 38 ou la leucorrhée ou une élévation de la CRP, mais aussi l'identification les frottis vaginaux de l'infection du gonorrhée ou du chlamydia au niveau cervical. Clairement, c'est nécessaire de commencer le plus tôt possible un traitement avec des antibiotiques. Ici, je mets les schémas recommandés par le ligne guide international. On peut donner les médicaments Péros ou pour voie intraveineuse, ça dépend de la sévérité de le cadre clinique, mais c'est toujours avec un céphalosporine de troisième génération comme le ceftriaxone, la doxycycline et les métronidazole. Et ça, c'est un traitement qui doit être proposé pour 14 jours et selon l'évolution de le cadre clinique, on peut changer l'administration de la voie intraveineuse à en thérapie Péros. Et clairement, l'hospitalisation, c'est indiqué dans les cas de grossesse ou d'abcès tubo-ovarien ou des signes de gravité, ou soit un échec du traitement ambulatoire, ou dans les cas dans lesquels on ne peut pas exclure une urgence chirurgicale. Dans la dernière flowchart, j'ai mis les images à l'échographie de la maladie inflammatoire pelvienne. Ici, on a des cas d'endométrite en bas et à nous, on a la présence d'un pieux salpinx avec un trope qui est tout dilaté avec les parois qui sont très épaissées. Bon, moi, j'ai terminé
la présentation. J'espère que c'était intéressant pour tout. Et j'ai mis mon adresse mail si vous avez des questions et si vous voulez savoir un petit plus par rapport à des arguments qui on a décrits aujourd'hui. Je sais qu'ils sont beaucoup des informations et beaucoup des arguments. J'ai essayé de le faire dans le moyen le plus clair possible. Bonne journée à tous et à tantôt. Une fois que nous aurons toutes ces informations, nous pourrons effectuer l'examen clinique qui c'est à faire en priorité si la patient est instable. On doit commencer avec une évaluation initiale, donc ABCDE, voir les voies aériennes, la respiration, la circulation, l'état neurologique, la température et l'inspection générale. Après, on doit faire l'examen abdominal, donc faire une inspection, palpation, percussion et auscultation abdominale. Et enfin, on peut faire l'examen gynécologique. Qui c'est toujours structuré avec une inspection vulvaire, donc voir s'il y a de lésions, des saignements, de pertes ou de traumatismes, et avec aussi l'aide de l'spéculum qui peut nous aider à voir l'origine du saignement, donc l'aspect du col, s'il y a des lésions au niveau du col, par exemple avec en suspicion du cancer, s'il y a des pertes qui sont plus longues ou des corps étrangers. C'est très important de faire attention à la toucher vaginale parce que parfois, s'il y a une suspicion de grossesse extra-utérine, ça peut causer une hémorragie sévère parce qu'on peut rompre voilà, la trompe avec la grossesse extra-utérine.